Je suis née à Maslac, à côté d'Orthez, le 13 décembre 1935. Mes parents étaient agriculteurs. Bon, on n'était pas riches, mais on vivait en autarcie, quoi. On avait tout ce qu'il fallait, on avait un peu de cochons, les canards, les oies, on avait les lapins, le jardin, les pommes de terre, enfin bon. Et je ne me souviens pas, on allait à l'épicerie peut-être chercher du sucre. Moi j'étais la troisième aussi, et mes aînés, je me laissais vivre un peu, enfin je les suivais. J'ai 5 ans de différence avec ma sœur aînée, et 3 ans avec la seconde. Et puis mon frère est né 6 ans après moi. Ça fait que j'étais un peu là, je suivais le peloton. Oui. Et le soir, on se chauffait, on jouait, on faisait les devoirs, et puis voilà. Maman travaillait aussi beaucoup, bon, elle aidait papa. Et maman cousait aussi, elle avait eu comme cadeau de mariage, elle s'est mariée en 1929, elle avait une machine à coudre, ce qui était extraordinaire. Et elle faisait des robes, elle faisait tout. Elle s'achetait des patrons. Elle avait même trouvé un patron pour faire des chaussons avec des vieilles couvertures de laine ou pour les sabots. Pour les sabots, parce que c'était des sabots. Et les bottes, c'est mon oncle qui est revenu de la guerre, il disait que les Allemands, ils avaient des bottes. Mais jusqu'alors, on n'avait pas des bottes, c'était des sabots. Et puis, j'avais un oncle de ma mère qui était à Paris aux missions étrangères, et c'était à côté de ce qui est le Bon Marché maintenant. Donc il connaissait bien le directeur et il lui envoyait des fonds de tissu. Ça fait que quand il venait en vacances, il portait ses fonds de tissu et maman nous fabriquait avec ça. Ça fait qu'on avait quand même des jupes écossaises, des choses de très belle qualité quand même. Tout ça parce que c'était donné. C'était donné. Bon, ma grand-mère, ma grand-mère disait toujours que, eh bien, elle avait son frère qui était donc missionnaire et en Indochine, au Laos. Il avait des soutanes en soie. Il les ramenait et ma grand-mère, elle faisait une robe avec et les petits boutons, c'était derrière. C'était très chic. Les boutons de la soutane faisaient de décoration avec les soutanes en soie noirée. C'était pas très joyeux. Bon, voilà. Non, mais elle travaillait beaucoup. Ben, elle faisait des tricots magnifiques, hein. Ben oui. Mais les bandes aussi. On faisait de la charpie, on appelait ça la charpie, avec des vieux draps en laine. Et, et voilà, on faisait des pansements avec ça. On faisait des bandes. Et puis on les faisait bouillir. Ça, on faisait bouillir le linge, carrément bouillir, hein. Mais on l'avait, je sais pas, bon, peut-être la lessive toutes les 3 semaines, je ne sais pas. Le dimanche, quand on était à la messe, maman restait, parce qu'il y avait 2 messes, une à 8 heures le matin, et nous on allait à la grand-messe. Et pendant la messe, elle se trouvait avec l'autre voisine, qui était dans la même condition, tout le monde était parti, la grand-mère compris, et elles se réunissaient pour tailler une bavette chez nous, elles venaient ou chez l'autre. Là. Ça, c'était leur moment de vacances. Là, elles pouvaient taper sur la belle-mère, elles pouvaient se raconter vraiment. Et elle dit, oh, ça sonne, ça va être fini. Alors vite, vite, elle s'échappait. Et maman, elle avait le gâteau encore chaud, elle nous disait, oh, il n'est pas froid. Alors on le mettait à refroidir dans l'auge des vaches, pour que le pain au lait, le fameux pain au lait, toujours avec des œufs et du lait. Et voilà. Mais c'était le bonheur quand même. Et toujours la fameuse omelette de pommes de terre le soir, ça c'était traditionnel. Bon, je me demande si c'était pas aussi bien. Enfin, c'était un peu de l'autarcie par rapport à maintenant. Ça fait que ils allaient au marché, il y avait une épicerie au village, mais on n'y allait pas beaucoup, hein, non. Et je n'ai pas souffert de manque de quoi que ce soit parce que je pense que tout le monde était pareil. Par rapport à maintenant, il y a une jalousie qui se fait. Bon, on savait, il y avait le docteur, il avait un statut spécial, mais il venait quand c'était très grave, hein. Autrement, on se soignait. Ma grand-mère avait un jardin de plantes au coin du jardin, le jardin médicinal, là.
on se soignait comme ça, hein. Elle avait un jardin magnifique, mais vraiment, il y avait de tout dans ce jardin, de toutes les plantes, de la rhubarbe, mon père avait des poiriers, il y avait des pommiers, il y avait beaucoup de fruits, des nèfles. Il y avait des néfliers, on ramassait des nèfles. C'était même, il y avait des tournesols et on gardait les graines de tournesol, on mangeait les graines de tournesol. Je ne me rendais pas compte, mais on était en cohabitation et ma grand-mère, c'était encore la patronne. Par rapport à maman, par rapport à ma mère, c'était la belle-mère. Et on lui faisait répéter souvent ça, quand même on a été grande et tout ça, on lui faisait dire, on la provoquait à le dire, on lui disait: «Ah, mon règne est fini», elle disait. Voilà. Mais ma grand-mère aussi savait beaucoup de choses que je regrette de ne pas avoir écoutées sur les plantes, sur la nature, sur des choses comme ça. Et mon père était un homme qui lisait. On a été les premiers, je pense, à avoir le journal, un quotidien. Les gens ne lisaient pas. Et mon père avait quand même une bibliothèque. Et puis, pendant la guerre, en 40, quoi, on était en zone libre, nous. Et donc, chez mes grands-parents maternels, c'était zone occupée. Et ils nous envoyaient des gens qui passaient. Et mon père allait les chercher en vélo au risque de sa vie. Et même ma sœur aînée, à 12 ans, il l'envoyait chercher comme ça des gens qu'on ne connaissait pas. Et même on en a logé à la maison, je ne sais pas comment on a fait pour s'empiler tous les uns sur les autres, hein. Et c'était des gens quand même qui avaient une grande culture, hein. Une grande culture, et qui nous avaient acheté des livres de la bibliothèque rose, des choses que mes parents n'achetaient pas. Il n'y avait pas de bibliothèque au village. Il n'y avait que les livres scolaires et quelques livres que nous prêtait l'institutrice. Et ça nous a beaucoup ouvert l'esprit quand même. Et je me souviens de la Libération parce qu'il y avait toujours, on avait droit à du chocolat parce qu'on était moi j'étais J3 je crois. Enfin, on avait droit à du chocolat, il fallait le garder pour l'envoyer à tonton, envoyer un colis. Alors ça, ce chocolat, il m'est toujours passé sous le nez. Et pour la Libération, il y avait un bocal magnifique, un bocal de pêche. Non, 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 on ne l'ouvrira que quand tonton sera libéré. Puis alors là, c'était 3 heures l'après-midi, je crois, quand on l'a su. Oh, le bocal! Et je me souviens que je suis montée au clocher. On ne s'est pas contenté d'aller à la cloche directement, en haut du clocher, pour aller sonner. On n'avait pas le droit d'aller, parce qu'il était très haut le clocher chez nous. Et c'était branlant et tout. On n'avait pas attendu que ce soit dangereux ou pas. On était monté, on était là, on regardait le village et on tapait sur la cloche. Ça, je me souviens bien. Je crois que j'avais 8 ans. Oui. De la Libération, ça, je me souviens. Et puis du chocolat que je n'avais pas. Garder les vaches, garder les vaches, garder les cochons, et garder les vaches, aller chercher les canards, aller amener les canards à la mare, et voilà. Mais moi, ça, c'est des bons souvenirs parce que dans la mare, c'était là qu'on jetait les vieux seaux, qu'on jetait tout ça. Et nous, on adorait ça. On allait dans la mare, là, dans cette vase-là, alors qu'il y avait des tas de bouteilles, de trucs comme ça. C'était affreux. Et nous, j'ai ce souvenir de cette boue-là. Oh, c'était un plaisir. Un plaisir. On n'a jamais rien vu. On s'enlevait les chaussettes. Les chaussettes aussi, elles étaient tricotées. On jouait à la poupée. On n'avait pas beaucoup de jeux non plus, hein. On n'avait pas beaucoup de jeux. Mais je jouais à la poupée, puis je m'étais fait un piano en carton avec des touches et je chantais, je jouais du piano parce que je rêvais de jouer du piano. Mais c'était pas terrible. Mais on chantait beaucoup. Mon père avait un carnet de chant aussi. De ça, je me rappelle qu'il avait au régiment. Et c'était bien écrit. Et il nous chantait des chansons. Et il nous les apprenait aussi. Avec tous les couplets,
Parce que lui, au régiment, eh bien, il chantait, les soldats, parce qu'il était né en 1904, donc en 24 par là, je pense, il avait son carnet de chansons. Et les hommes chantaient. À l'auberge, ils chantaient. À la fin du repas, ils chantaient. Ils chantaient. Et ici, au village où je suis, à Mérac, il y en avait un qui écrivait des poèmes. Ils avaient quelques livres, les Fables de La Fontaine, des choses comme ça. Mais qu'on s'était procuré, sans doute, ils s'étaient procuré à l'école, on n'achetait pas. On écrivait aussi beaucoup. On écrivait à ses grands-parents, on écrivait. Mais j'ai jamais eu de vélo, hein, moi. Ça, j'aurais aimé un vélo. Et ma grand-mère, hein, quand mon père a eu un vélo, elle avait essayé, s'il vous plaît, elle faisait des exercices pour essayer de faire du vélo. On avait des champs qui étaient loin, on allait la porter sur le porte-bagages, ma grand-mère, pour ramasser des haricots dans le maïs. Elle partait avec une bouteille de lait, une grappe de raisin, c'était la saison pour ramasser. Et on allait la rechercher le soir. Elle passait la journée à ramasser des haricots. Parce que les haricots, c'était plusieurs sacs qu'on en avait. Mais on n'était toujours qu'au village, sans moyen de locomotion. On ne pouvait pas sortir. Sauf que vous avez trop de communication maintenant. Vous êtes sans arrêt avec le portable à la poche, vous êtes sans arrêt en contact avec quelqu'un. Vous n'êtes jamais en contact avec vous-même. Ça, moi, je le reproche. On est en permanence. Moi, je trouve ça, c'est un gâchis quand même. On n'a pas le temps, vous n'avez pas le temps de faire votre pensée à vous-même. Vous êtes toujours connecté. Ça, c'est pas dans l'interview peut-être, mais c'est vrai que vous êtes en permanence en contact en permanence. Mais vous êtes vous-même à quel moment? Jamais. C'est grave, moi, je trouve que notre personnalité, on se la faisait en regardant les images, en pensant aux choses. On n'a plus le temps de penser. Moi, je crois que ce temps de silence, de penser, de se mâcher les choses, de se les faire à sa façon, de penser à quelqu'un différemment. C'est pas qu'avec des SMS. Moi, il me semble, je pense que il faut être soi-même et rester un peu tranquille tout seul. Il me semble. Pas tout le temps être branché. Dans le village, il y avait un homme qui aurait pu être mon père et qui me parlait toujours. Une fois, il m'avait donné une lettre et parce que j'allais accompagner les vaches, je lui revenais. Je le retrouvais toujours sur mon chemin. Je ne l'avais pas lu, mais je l'avais montré à mon père. Ça, il s'était beaucoup mis en colère. Et là, je pense que cet homme me faisait peur, mais il avait l'âge de mon père. C'était entre midi et 2 heures, il n'y avait personne. J'allais sans doute porter de l'eau aux oies, bon, je ne sais pas quoi. Et il se trouve que lui, je l'avais rencontré plusieurs fois. Ça, j'ai vu mon père très en colère. Et il est allé chez lui. Ça a dû être grave, mais il ne m'en a jamais parlé. Mais je pense que là, oui, c'était un homme dangereux. Maintenant, vous savez, on parle des viols, des enlèvements et tout ça. Et je pense que ça devait être. Est-ce que ça se passait? Je pense que oui, qu'à l'époque aussi. Ça devait se passer. C'était un vicieux du village. Et je pense que ça, c'était fréquent. Ces filles qui allaient garder les vaches par là et tout ça. Mais on n'en parlait pas. Et ça, c'est pas de maintenant, ça. Hein. Non. Je pense que là, j'ai été en danger. Mais je ne l'avais pas dit à maman, je l'avais dit à mon père plutôt. Je pense qu'il s'en est chargé. Ouais. Mais il s'est passé des choses pas belles dans les villages dont on ne parlait pas. C'était des choses, je pense maintenant, ça se traite mieux. On parle davantage. On a plus d'intimité avec les parents maintenant, je crois. Mais mes parents n'étaient pas d'accord pour un mariage arrangé, parce que c'était ça aussi à l'époque. Ces filles-là qui avaient le certificat d'études, on leur trouvait un mari.
Mes parents n'ont jamais voulu ça, hein. Parce que il y a des tas de filles qui se sont mariées par obligation, sans aimer leur mari. Elles ont peut-être aimé par la suite, mais c'était très classique. Ma sœur avait fait des études longues. La seconde était malade, on s'est beaucoup occupé d'elle. Et moi, j'ai poussé comme ça, avec l'air de soleil. Mon rêve, c'était de pouvoir étudier, de pouvoir me gagner l'argent pour me payer des études. Mais bon, ça, j'aurais toujours le regret de ça, de ne pas avoir étudié. Ah, ben oui, ben oui. Mais je serais revenu à l'agriculture sans doute aussi, hein, parce que j'aime ça. C'est formidable comme métier. C'est formidable. Parce que j'aimais l'agriculture. Et mon père aurait bien aimé que je reste avec lui. Parce que avec mon frère, il ne s'entendait pas trop parce qu'il voulait rester le patron. Il aurait préféré que ce soit moi. Et c'est mon frère qui a pris la suite. Mais mon père, c'était le patriarche quand même. Il fallait... Tandis qu'avec moi, il faisait ce qu'il voulait, quoi. Et puis, comme j'étais à côté de lac et que quand ils ont découvert le pétrole, il fallait chercher des gens partout. On est venu me demander si je ne voulais pas aller parce qu'il fallait tirer des plans, etc. Et bon, on est venu me chercher à la maison. On faisait du classement de papier, des traitements, des photocopies au départ, et puis il m'avait demandé si je savais taper à la machine, comme j'avais appris des leçons de piano là, à l'école ménagère où j'étais dans les Landes, là, avec une cousine. Là aussi, j'étais logé gratuitement, 2 ans, j'ai passé, et il m'avait donné des leçons de musique. Et puis, on m'a demandé si je savais taper à la machine, j'ai dit un peu, et puis vite, je suis parti me louer une machine à écrire, et tous les soirs, je tapais à la machine, et puis comme ça, j'ai pu continuer à travailler. Et puis, on m'a demandé d'être administrateur de la coopérative laitière de l'Ulpac, Toulouse. Parce que c'était la femme du président qui avait dit, mais enfin quand même, vous avez entendu parler de l'Ulpac peut-être, c'est Sodial, il y a une usine à Lons, elle couvre 13 départements du Grand Sud, là, et puis on s'est associé avec le Cantal. Et sa femme lui avait dit, mais enfin quand même, les femmes dans l'agriculture, producteurs de lait, elles sont très présentes quand même. Elles n'ont aucune place. Et il lui a fait ça, toucher du doigt, mais tu sais, ça compte beaucoup. Donc, je ne sais pas pourquoi on m'a choisi à moi, mais parce que j'avais des responsabilités par ailleurs. J'avais organisé des stages de comptabilité au village. Ça avait fait un foin parce que toutes ces femmes qui se retrouvaient pour faire leur gestion ensemble, les hommes, ça ne leur a pas plu du tout. Hein. Et de mettre tout en commun, là, sur le canton, on était 24 ou 25 pendant 2 ans quand même. On avait eu des journalistes du Sud-Ouest qui étaient venus. Et en plus, aller manger au restaurant le midi, à 2 pas de chez la belle-mère, ça a été un scandale. Donc on m'a demandé d'être administrateur. Mais ça a été une révolution parce que j'étais la première femme. Il y avait des administrateurs dans des syndicats, des choses comme ça, des femmes. Il y avait des femmes. Mais là, dans un milieu économique, non, il n'y en avait pas. J'étais la première. Et je me souviens d'être allé faire un témoignage au PLM Saint-Jacques à Paris pour l'Assemblée générale de Yoplait, là. Et j'avais préparé avec un conseiller en communication qui était du Gers. Mais je me rappelle de cette assemblée, toute cette assemblée de crânes pelés, de notables là, cette froideur, mais alors je sentais une hostilité, je me disais, qu'est-ce qu'elle vient faire une femme là, nous parler de la place des femmes dans l'agriculture. Mais la femme du président, elle avait raison, parce que ces messieurs, ils étaient administrateurs, ils voyageaient, etc. Et la femme tirait le lait à la maison. Elles en avaient marre. Hein. Et alors donc, j'ai pris cette responsabilité. Ils ont demandé le vote à bulletin secret.
quand je me suis présentée. Et donc, il était 200. Il y avait 200 délégués de tous les départements. Et il m'a manqué 8 voix. C'était les voix de ceux qui étaient du département. Parce qu'il y en avait que 2 ou 3 qui étaient au conseil d'administration. Mais les délégués, bon, on a fait des réunions dans les cantons avec un technicien. Et puis on nous avait donné des crédits et une technicienne. On a fait des réunions dans les cantons et il y avait toujours un délégué du coin qui venait assister, savoir ce qu'on racontait. Alors un technicien nous faisait expliquer ce que c'était, comment se développaient les microbes, la coupe de pétri, etc. Il y avait le laboratoire était dans le Gers, on avait été visiter ça. Il nous dit, qu'est-ce qu'elles ont besoin, les femmes, de savoir comment se fabriquent les microbes. Pourvu qu'elles sachent laver la machine à traire, je pense que ça suffit, il avait dit. Oui, mais c'était, vous voyez, c'est pas il y a 100 ans, hein, ça. Non, non, il y en a 40 à peu près. Voilà. Donc, on a réussi à avoir des crédits. Ces crédits, je les conservais parce qu'ils me disaient « Ah non, 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 mais cette année, on a trop dépensé pour l'Assemblée générale, il n'y aura rien. » On s'est quand même battu, beaucoup, hein, pour avoir ça. Et on a fait venir une sociologue de l'INRA de Dijon, en agriculture, qui est venue, on avait fait dans un VVF à Iravals, dans les Pyrénées-Orientales, avec des femmes, avec des délégués. Parce que la technicienne disait « Mais quand on t'écoute sagement, les femmes, mais à table, c'est comme si on soulevait le couvercle d'une cocotte minute, parce qu'elles parlent d'elles, elles parlent de leur vie, elles parlent de ça. Elle dit, il faut absolument crever cet abcès. Donc, on a fait des réunions, etc. Cette sociologue a dit, mais c'est pas possible. Dans le sud de la France, vous allez encore au Moyen-Âge. La femme, c'est la domestique, quoi. C'est vraiment. Donc, la technicienne avait été dans les Landes, elle avait fait une interview de plusieurs femmes. Et c'était le début du canard, du gavage de canard. C'était tout à fait au début. Parce qu'avant, c'était le lait surtout. Et elle avait eu plein de témoignages de gens qui disaient mais ils préfèrent les gens maintenant s'orienter vers le canard. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Il avait bondi l'administrateur du coin, c'était Graciette. Qu'est-ce qu'elle raconte? Celle-là, il faut la mettre à la porte tout de suite. C'est pas vrai. Et c'était vrai que les gens ils s'orientaient vers le canard. Ils ont laissé le lait. Mais qu'est-ce que... Alors, moi, il m'aurait fait brûler. Bon. Et puis, je voyais que quand même, quand on me présentait les comptes, pour les charges de l'exploitation, il y avait 50% qui étaient pour la matière première qui est le lait. Tout le reste, c'était pour les salaires, ceci, cela. Je dis, c'est quand même fort. Et puis, c'était toujours les femmes. Alors, on a organisé des voyages où les femmes disaient, oh, surtout qu'on ne rentre pas tôt, parce qu'on ne veut pas tirer le lait, parce qu'elles en avaient marre de chez marre. Mais il ne fallait pas le dire. C'était un problème humain. Il aurait fallu mettre de l'argent dans l'aide à un vacher de remplacement pour les vacances. Il aurait fallu voir le côté humain. On n'a pas voulu voir que c'était les femmes qui faisaient vivre la production laitière. Arrivé ce qui est arrivé, hein, que finalement, les canards, ça a boosté les Landes d'une façon extraordinaire. Et le lait, plus personne ne veut faire du lait maintenant parce que c'est tous les dimanches, tous les jours. Et c'est pour ça que les gens arrêtent. Et finalement, maintenant, les femmes sont parties travailler à l'extérieur. Elles veulent plus ce genre de vie. Mais on ne nous a pas écoutés à l'époque. Il aurait fallu mettre des moyens humains pour qu'on ait des vacances. C'était plus possible. Mais les hommes, ils courent. Et les hommes, ils voyagent. Ils vont dans des réunions comme ça. Mais ils ne voulaient pas reconnaître que le lait, c'était un esclavage. Voilà. Et quand la femme part travailler à l'extérieur, il n'y a plus de production laitière. Hein. Ce n'est pas le mari qui part tout seul. Les femmes, maintenant, elles veulent des vacances aussi. Jamais, jamais de vacances. On n'a pas voulu s'occuper du côté humain du travail. Bon, et ça, on se serait occupé de ça, ça aurait été bien. Voilà.